Je pense que si ce serait appelé Mohamed et qu'il aurait crié Allahu Akbar, le truc antiterroriste aurait fait la démarche directement. Ce jeune, il était néo-nazi, d'accord? Il a ramené Mein Kampf au lycée. Il a fait énorme. Mais vous allez le voir, ça a été révélé de toute façon par l'internaute il y a quelques temps. C'est pas vrai, c'est sûr. Mon fils était dans sa classe, vous savez beaucoup mieux que moi. Et ce qui est étonnant quand même, c'est la timidité des réactions de certains responsables politiques. Je me demande si M. Retailleau hier avait piscine, puisqu'on ne l'a pas entendu. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, vidéo actu assez rapide dans laquelle on va parler de l'attentat terroriste de Nantes. Parce que oui, c'est un attentat terroriste, mais également celui d'une mosquée de la Grande Combe dans le Gard. Mais pour commencer, on va rigoler un petit peu avec CNews qui est devenu un véritable comédie club. Pas un jour ne passe sans qu'on ait droit à un sketch. Aujourd'hui, c'est celui de Kevin Bossuet qui fait une description surprenante de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Mais quand vous allez voir Marine Le Pen auprès des milieux populaires, notamment dans le nord de la France, c'est une rockstar. Elle porte sur elle véritablement l'espoir de toutes ces catégories populaires. Et de l'autre, vous avez un Jordan Bardella, mais les gens l'adorent. Même en Seine-Saint-Denis, même dans les quartiers bourgeois, il est extrêmement populaire. Il est jeune, il est beau, il parle bien, il défend des idées, mais ça joue. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais dans une brasserie parisienne il y a quelques mois de cela, bien connue, que je ne citerai pas évidemment, et à un moment donné, j'ai vu un attroupement, etc. Et c'est une brasserie qui est habituellement fréquentée par certains joueurs du Paris Saint-Germain. Et sincèrement, je pensais que c'était un joueur du Paris Saint-Germain. Et en fait, c'était pas un joueur du Paris Saint-Germain. C'était Jordan Bardella. Les gens font 400, effectivement, 500 et tout le monde pensait que c'était quelqu'un du PSG. Enfin, c'est incroyable. Mais on a encore mieux, c'est Karim Maloum qui nous parle encore une fois des islamistes avec beaucoup d'énergie. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, arrêtez, vous n'avez pas le droit de critiquer l'islam rigoriste. Vous n'avez pas le droit de critiquer les islamistes. Vous n'avez pas le droit de critiquer les djihadistes. Vous n'avez pas le droit de critiquer le Daesh ou bien n'importe quel mouvement islamiste. C'est pas possible. On a le droit. Ce sont des criminels, les islamistes. C'est des barbares. C'est des violeurs de petites filles, des violeurs de femmes. On a le droit de les critiquer. Monsieur le maire, ce que vous faites, c'est que vous maintenez la confusion entre musulmans, républicains, laïcs et démocrates. Comme ma mère, comme mon père, comme mes enfants, comme ma soeur, comme mes frères, et vous nous dites, vous êtes tous les mêmes, les égorgeurs d'enfants et les partisans d'un islam républicain, c'est la même chose. C'est honteux de votre part. C'est vous qui devez être poursuivis en justice, c'est pas ceux qui critiquent les islamistes. Les islamistes, ce sont des criminels, des barbares. Quand il s'agit des islamistes ou des frères musulmans, ils en voient partout, même là où il n'y en a pas. Mais pour voir un néo-nazi, c'est plus compliqué bizarrement. Et on a pu le constater avec l'attentat dans un lycée à Nantes. Devant les enquêteurs, l'auteur de l'attaque au couteau Justin P. est apparu troublé. On parle d'un garçon de 15 ans qui est présenté comme dépressif, en tout cas en garde à vue. Ceux qui l'ont vu ont parlé de quelqu'un qui était confus. Un garçon qui était un peu dans la noirceur. L'adolescent, également scolarisé dans l'établissement catholique Notre-Dame de Toutes Aides, est inconnu des services de police. Lors de son passage à l'acte hier, il a masqué son visage avec un tissu sombre et des lunettes de soleil. L'un de ses camarades l'avait eu au téléphone quelque temps avant la tuerie. Il nous appelait, nous, dans un groupe sur Snapchat. Il disait que c'était la dernière fois qu'on allait le revoir, que nous, c'était une longue vie. Il nous parlait de la pollution, il nous parlait de nazis, d'extrémisme, de djihadisme, même du journal d'Anne Frank, je sais pas, plein de trucs. Mais moi, ce qui m'a fait plus peur, c'est qu'il m'a parlé du 11 septembre. Alors au départ, c'est vrai qu'il y avait des informations très confuses concernant le profil de Justin. Certains parlaient même de propos antisémites dans le mail qu'il a envoyé à toute l'école. Au moment de l'attaque, j'étais dans une salle et il y a des élèves de seconde qui ont été rapatriés. Et on a appris que c'était une attaque au couteau et que 10 minutes avant l'attaque, on a reçu un mail de 13 pages qui était sûrement antisémite avec des propos très bizarres. Et on a appris qu'il y a une personne qui a été touchée avec 30 coups de couteau et sûrement d'autres, beaucoup de blessés. Et il y a un dispositif très important avec des militaires, beaucoup de policiers, etc. On parle quand même de plusieurs dizaines de coups de couteau sur la jeune fille qui a perdu la vie. Paix à son âme, c'est du délire. Et à ce moment-là, je pense que les médias se frottaient les mains pensant faire face à un attentat antisémite venant d'un jeune islamiste. Mais très rapidement, on a su quelle était l'identité de l'assaillant, Justin. Et surtout, plusieurs témoignages ont confirmé qu'il avait des idées plutôt d'ultra-droite néo-nazie. Il parlait souvent d'Hitler ou il faisait souvent des liens avec les nazis ou même sa photo de profil sur les réseaux, c'était un logo SS. Donc bon, déjà,
on voyait ça, on trouvait ça louche, quoi. Il lui arrivait aussi de faire des saluts nazis parfois, ça nous choquait un petit peu. On a donc prévenu le personnel de l'établissement. Dans le mail qu'il nous a envoyé avant de passer à l'acte, comme titre, le mail avait pour le chiffre 21. Et donc il y avait eu un événement dans l'établissement il y a quelques mois. Et en fait, c'est dans les toilettes, il y avait des étoiles de David avec écrit 21 au centre, écrit un peu partout au feutre dans les toilettes. Déjà, on n'avait pas fait le lien directement, mais c'est là, en recevant le mail, qu'on a directement fait le lien, on a compris que c'était anormal. Et à partir de là, bizarrement, les médias, en particulier CNews, qui d'habitude sont prompts à tirer un trait sur la comète, quand il s'agit de personnes racisées, bien évidemment, là, vont sur le terrain de la psychiatrie. Et ils ont une certaine empathie envers le tueur. La seconde des choses, c'est qu'évidemment, c'est une histoire sans fin. La réalité, c'est le malaise existentiel des jeunes qui est le soubassement du passage à l'acte violent. Nous avons 900 médecins pour 12 millions d'élèves, donc peut-être que la priorité serait justement d'accroître ou de créer en tout cas un système de prévention plus performant dans les collèges et les lycées afin de prendre en charge les élèves qui sont signalés comme étant ou présentant des symptômes dépressifs qui pourraient conduire au passage à l'acte criminel. Nous avons l'habitude de commenter les parents démissionnaires, abandonnistes. Or là, la mère était consciente des symptômes dépressifs de son enfant. Il est allé 6 fois rencontrer un médecin. Donc vous voyez, tout a été outillé pour aider ce tueur et malheureusement, ça l'a pas empêché de commettre l'atrocité. Bizarre, le traitement médiatique est équilibré, le discours est cohérent. Tant mieux, hein, mais on voit bien qu'ils sont gênés, qu'ils auraient aimé pouvoir se lâcher comme d'habitude si le profil du tueur avait été différent. Mais encore une fois, tant mieux que tous ces commentateurs fassent preuve d'un minimum de recul, chose qui n'a pas été faite il y a quelques jours, rappelez-vous, concernant la fake news sur une boulangerie qui aurait subi une attaque antisémite car israélienne. Au final, la boulangerie à question n'a pas été attaquée du tout, et celle-ci n'est même pas tenue par des juifs ou des israéliens. Pourtant, Aurore Berger et bien d'autres avaient tweeté des tweets comme celui-ci. Une boulangerie prise d'assaut à Strasbourg car elle serait israélienne. Un homme frappé en pleine rue à Lyon parce qu'il portait une étoile de David. L'antisémitisme dans notre pays a tué ces dernières années. Tué parce que les préjugés antisémites les ont désignés comme des cibles. Tué parce que l'antisionisme est devenu le nouveau visage de l'antisémitisme. L'État agit et sera implacable. Mais c'est toute la société qui doit maintenant réagir et agir. Malgré que la fake news a été débunkée, Aurore Berger n'a toujours pas supprimé ce tweet. Voilà, donc certaines personnes ont tenu à rappeler que si l'assaillant avait eu un autre profil, la couverture médiatique aurait été beaucoup plus virulente. Alors, déjà, avant de parler de santé mentale, pour moi, déjà, je veux qu'on rectifie. Ce n'est pas un assassinat, ce n'est pas un décérébré qui a attaqué, c'est un attentat. Quand quelqu'un fait un manifeste de 13 pages avec des revendications politiques que de n'importe quelle sensibilité, c'est un attentat. Ce n'est pas un assassinat. C'est très juste. Déjà. Ensuite, moi, oui, rien n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, le parquet antiterroriste a été alerté sur cette affaire, même s'il n'est pas saisi, il suit quand même l'affaire. Mais pour moi, ça, c'est un peu hypocrite, Olivier. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que si ce serait appelé Mohamed et qu'il aurait crié Allahu Akbar, le truc antiterroriste aurait fait la démarche directement. En fait, c'est un peu comme quelqu'un qui se radicalise. Il est radicalisé. Oui, c'est exactement ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu 2 poids 2 mesures. Du sens, ça aurait été quelqu'un qui aurait crié Allahu Akbar, le parquet antiterroriste aurait directement été alerté. C'est eux qui auraient pris l'enquête en main et il y aurait eu tout ça. Moi, je trouve qu'il y a quand même un 2 poids 2 mesures parce que pour moi, quelqu'un qui fait un attentat islamiste, c'est la même chose que ce que monsieur a fait. Il faut voir le manifeste. Il y a une espèce de logo qui. Oui, alors Antoine, il y a une logique un peu politique, quoi. Je suis d'accord. De ce que j'ai compris, le logo, hein, je suis pas sûr à 100%, mais de ce que j'ai pu lire, ça serait quelque chose de relié à un mouvement nazi. Je dis pas que c'est ça. Je dis c'est ce que j'ai pu lire. Alors moi, j'ai lu ça aussi, et donc c'est pour ça que j'ai voulu regarder le manifeste. Honnêtement, je me suis paluché le manifeste. Ouais, moi aussi. Il n'y a pas vraiment de référence à droite. Et apparemment, Antoine Diers, et on se demande bien pourquoi, ne croit pas trop à la théorie selon laquelle ce jeune serait influencé par des idées nazies. Ben, écoutons un parent d'élève de cette même école nous donner son témoignage. Je suis très en colère, j'ai même envie de vous dire, moi j'ai envie de vomir. Quand j'entends Bruno Retailleau, Marine Le Pen,
François Bayrou parlait de plus d'autorité. Ce jeune, il était néo-nazi, d'accord? Il a ramené Mein Kampf au lycée. Il a fait énorme. Mais vous allez le voir, ça a été révélé de toute façon par l'internaute il y a quelques temps. C'est pas vrai, c'est sûr. Mon fils était dans sa classe, vous savez beaucoup mieux que moi, d'accord? Je vous balance pas une bombe, hein. Vous allez voir que les infos, les enquêteurs vont vous les révéler petit à petit. Il y a énormément d'indices. L'objet du manifeste qu'il a envoyé à tous les lycéens, c'était 21. Il y a quelques semaines, on a retrouvé beaucoup d'étoiles de David dans les toilettes du lycée avec 21 écrit à l'intérieur. Justin, il était très déscolarisé, il s'en foutait des cours, il souhaitait aller à l'armée. Vous croyez que plus de hiérarchie, plus d'autorité, ça aurait empêché Justin de passer à l'acte? Mais est-ce que son profil était connu? Parce que visiblement, il était connu de ses camarades, mais est-ce que les adultes de cet établissement scolaire l'avaient repéré? Est-ce qu'il était suivi? Ou on disait il est bizarre et on laissait faire? Je suis pas en mesure de vous répondre ça, je suis pas enseignant là-bas. Ce que je peux vous dire... Mais est-ce que les parents d'élèves en parlaient entre eux? Non. Vous savez, vous parlez du chiffre 21 chez les néo-nazis, parce que j'ai regardé un peu depuis hier. En fait, 1921, c'est l'année à laquelle Hitler a pris la tête du parti nazi. Ouais. Alors, est-ce que le chiffre 21, par rapport à ce qu'il avait dans sa tête, c'est lié aussi, Loïc? Peut-être, effectivement, ce sera à fouiller, à retrouver dans son ordinateur, dans son téléphone portable et autres. Allez-y, Loïc. Je vous ai donné 2 exemples, j'aurais pu en donner 6 ou 7, mais c'est pas le sujet du débat. Ce qui est assez intriguant, c'est que depuis quelques semaines, chaque scandale implique une école privée catholique. Alors il ne faut pas faire de lien systématique entre les deux, mais on sait très bien que s'il s'agissait d'une école privée musulmane, le GIGN, les Avengers seraient intervenus. Bref, et qu'en pense notre ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau? Mais pour lui, c'est un fait de société. Pour lui, c'est la société qui a transformé Justin en tueur. Mais Justin est un néo-nazi. Donc dans ce cas, la société serait néo-nazie. Je pense que ce n'est pas un fait divers, ce drame, cette tragédie. C'est un fait de société. C'est un fait de société. Nous sommes dans une société qui a encouragé le laxisme, qui a voulu déconstruire les interdits, l'autorité, l'ordre, les hiérarchies, et qui a accouché finalement de toute cette violence. Le ministre l'a dit sur un ton très solennel, la tragédie d'hier n'est pas un fait divers, mais un fait de société. C'est pas une phrase anodine, hein. Lâché comme ça, c'est un argument à double détente. Ça permet d'abord de botter en touche, parce que si c'est un fait de société, c'est donc la faute de la société et de personnes en particulier. Ça permet de ne pas se poser des questions comme que font les politiques, les lois sont-elles adaptées, ou que fait la police. Ensuite, c'est une expression qui fait florès à droite et à l'extrême droite depuis quelques années. Éric Zemmour en était un des spécialistes, assez coutumier du fait. Ça permet de choisir dans les tragédies et les faits divers celles qui peuvent sous-tendre un discours politique. On se souvient par exemple du meurtre du jeune Thomas à Crépol, érigé en fait de société par un certain nombre de responsables politiques, au point de donner lieu à une minute de silence à l'Assemblée. Ça permet d'imposer ce qu'on appelle aujourd'hui un narratif pour donner une couleur particulière à un événement donné. Voilà. Notre ministre de l'Intérieur est assez gêné. Il ne veut pas dire les termes. Il ne veut pas dire très clairement que ce sont des idées nazies qui ont conduit en partie à ce drame. Et il avait beaucoup à faire parce que quelques temps plus tard, on a une autre tragédie qui a eu lieu, cette fois dans une mosquée dans le Gard. Une information en bref, en provenance du Gard, un fidèle musulman a été tué aujourd'hui à coups de couteau par un autre fidèle à l'intérieur d'une mosquée. Ça s'est passé à la mosquée de la Grand-Combe. C'est ce que nous dit le procureur de la République d'Alès. On ne sait pas, on ne connaît pas le mobile de cette attaque. Ce que je peux vous dire, c'est que l'auteur présumé n'a pas été identifié et qu'il n'a pas été interpellé non plus. Voilà, donc ils n'avaient pas trop d'informations concernant le tueur, mais ils affirment quand même qu'il s'agissait d'un autre fidèle de cette mosquée. Alors que le Midi Libre, dès 13h30, c'est-à-dire à peine 2 heures après la découverte du corps, avait déjà publié un article disant ceci. La victime âgée d'une trentaine d'années était une figure connue parmi les fidèles de la mosquée, grande combienne, selon des premiers témoignages. Le suspect de son côté semble ne pas être un habitué des lieux, on n'avait jamais vu son visage. Il est venu juste pour tuer n'importe qui, témoigne un des fidèles présents sur place. Donc ils ont également émis l'idée que ce n'était peut-être pas un acte islamophobe. Activement, et c'est tout ce que l'on sait pour l'instant. Et c'est peut-être un acte islamophobe, et peut-être pas. Et si ça ne l'est pas, ces messages sont partis sur les réseaux sociaux, et tout ça va encore envenimer la situation. C'est mon point de vue. Mais en fait, la vérité est tout autre. Voilà pourquoi ces médias ne servent absolument à rien, si ce n'est à désinformer. Parce que le tueur n'était pas infidèle, il n'était même pas musulman. Et deuxièmement, la vidéo de son meurtre a circulé sur Snapchat où il disait clairement avoir tué un musulman parce qu'il était musulman
et qu'il recommencerait. Hier matin, un homme arrive devant ce bâtiment religieux. Sur ces images de vidéosurveillance, on le voit rencontrer un croyant, habitué des lieux, puis entrer dans la salle de prière. C'est là qu'il lui assènera des dizaines de coups de couteau, d'abord par derrière. Il filme ensuite la scène avec son téléphone et profère des injures contre Allah. Avec les premiers éléments relevés sur place, les enquêteurs ont identifié le suspect. Olivier H, âgé de 20 ans, il ne serait pas musulman. Selon le procureur, il pourrait avoir quitté le département du Gard. Il aurait indiqué qu'il souhaiterait commettre d'autres meurtres. Depuis maintenant plus de 24 heures, nous travaillons d'arrache-pied pour tenter de l'interpeller dans les meilleurs délais. Au final, le résultat reste le même, un innocent a été sauvagement tué, mais aux yeux du grand public, malheureusement, ce n'est pas pareil. Un fidèle qui tue un autre fidèle, aux yeux du grand public, ça pourrait paraître comme une dispute qui a peut-être mal tourné. Mais une personne extérieure à une religion qui s'introduit sur un lieu de culte pour tuer un fidèle, c'est pas pareil aux yeux du grand public. Mais dans tous les cas, Bruno Retailleau, celui qui d'habitude est à la recherche du moindre micro pour donner son avis sur tout, était au départ introuvable. Et ce qui est étonnant quand même, c'est la timidité des réactions de certains responsables politiques. Je me demande si M. Retailleau hier avait piscine, puisqu'on ne l'a pas entendu. On a en revanche entendu François Bayrou, Gérald Darmanin, Éric Ciotti. Mais je fais remarquer qu'il y a des personnes qui parlent souvent beaucoup au moindre fait d'actualité. M. Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, s'est précipité à Nantes pour raconter à peu près n'importe quoi d'ailleurs, lorsqu'il y a eu un crime d'ailleurs abominable il y a quelques jours. Vous évoquez les coups de couteau qui ont été donnés par un lycéen sur plusieurs élèves. Bien sûr. À Nantes, une jeune fille est décédée, on le rappelle. Là, il a su s'exprimer, se déplacer et même se prendre pendant quelques instants pour le ministre de l'Éducation nationale. Mais en tant que ministre des cultes, lorsque l'information que ce crime est au moins en partie motivé par la haine envers les musulmans, eh bien, il y a un silence pour le moins assourdissant. On a cherché Bruno partout, mais apparemment il aurait choisi de maintenir son meeting dans l'Ain plutôt que de se rendre sur les lieux de l'attaque, préférant faire campagne pour la présidence de LR. Ça c'était dans un premier temps, parce que vous imaginez bien que ses opposants politiques n'ont pas manqué de lui faire remarquer son absence. Oui, Bruno Retailleau. Oui, Bruno Retailleau. Et là, il est important qu'il porte sa voix puisqu'il est ministre de l'Intérieur d'un gouvernement. Alors, il a condamné où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il ne parle pas d'islamophobie. Vous pensez qu'il aurait dû se rendre sur place ? Mais il se rend sur place dès qu'il y a le moindre sujet. Pourquoi là n'est-il pas sur place ? Pourquoi ne pose-t-il pas les mots ? Pourquoi n'a-t-il pas la même fermeté dans son langage ? Où est-ce qu'il est ? Et en tant que ministre de l'Intérieur, il doit s'appliquer une équité, une égalité de traitement sur toutes les affaires qui lui sont présentées. Là, c'est une affaire extrêmement grave. C'est le ministre des cultes par ailleurs. C'est une affaire extrêmement grave. Il se doit et de poser le mot islamophobie et d'aller au chevet des personnes qui ont vécu cette agression, les proches des personnes ou les personnes qui étaient présentes. Et donc, voilà, c'est ça la République française, c'est ça l'honneur de la République française. Bruno Retailleau ne fait pas honneur à la République française. Donc finalement, voyant que c'était trop flagrant peut-être, Retailleau a décidé de reporter son meeting à lundi et de se rendre auprès de la communauté musulmane dans le Gard. Priorité au direct, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui s'exprime depuis Alès dans le Gard. D'abord un message de compassion vis-à-vis des proches, de celui qui n'est plus, d'Aboubacar Cissé, de sa famille, dont je voudrais leur dire vraiment ma compassion et toute ma sympathie. Être français, être membre de la communauté nationale, ça n'est pas une question de couleur de peau, ça n'est pas une question de religion, ça n'est pas une question de condition sociale. On est français, un point, c'est tout. Je rappelle quand même que c'est celui qui parle de français de papier. Parmi les expressions que vous avez pu utiliser par le passé qui ont pu heurter, il y a le fait de qualifier certains Français de Français de papier. Est-ce que vous réutiliseriez ce soir cette expression ? Est-ce qu'il y a des Français de papier aujourd'hui, Bruno Retailleau ? Je vais être très clair, Benjamin Duhamel. Pour moi, être français, ça n'est pas seulement avoir une carte d'identité. Alors ça aurait pu passer crème vu la médiocrité des médias traditionnels, mais de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, certains décident de faire leur travail correctement. Et ça a été le cas avec Benjamin Duhamel, qui a exposé l'hypocrisie de Bruno Retailleau. Attendez, Bruno Retailleau, on a vu le drame qui s'est passé à Nantes avec cette lycéenne qui a été poignardée mortellement, 3 autres lycéens qui ont été poignardés. Vous vous êtes rendu avec Elisabeth Borne immédiatement sur place. Vous avez bousculé tout votre agenda. Là, on a un fidèle musulman qui se fait tuer en train de faire la prière. Certes, vous réagissez sur les réseaux sociaux, mais non seulement vous n'y allez pas, et en plus vous maintenez 2 réunions publiques dans le cadre d'une élection interne. Comprenez que ceux qui nous regardent ce soir se disent, là encore, il y a une forme de
deux poids, deux mesures dans la façon dont un ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, bouscule son agenda pour témoigner de sa solidarité vis-à-vis de celui qui est mort. Non, la grande différence, c'est que nous avions arrêté l'auteur et nous savions à peu près de quoi il s'agissait. Donnez-moi Bruno Retailleau, mais il y a une vidéo sur Snapchat du meurtrier présumé, il y a les caméras de vidéosurveillance au sein même de la mosquée. Est-ce qu'on peut vraiment croire au fait que vous n'y êtes pas allé simplement parce que vous n'aviez pas suffisamment d'éléments? C'est vraiment ça? Vous n'aviez pas d'éléments suffisants pour vous rendre compte le vendredi de la violence et de l'émoi que ça allait susciter? Mais vous avez en France 3 homicides par jour. Tous ces homicides, moi je les ai pas tous systématiquement, mais certains parfois sont abominables. Je ne me déplace pas à chaque fois. J'ai, en sortant de ma réunion dès le vendredi, appelé pour savoir si on en savait plus. On m'a recommandé la prudence. Je ne savais pas qui avait pu le tuer. Mais il va pas s'en sortir comme ça. La question que tout le monde se pose va lui être posée. Taillot s'était produit dans une église ou dans une synagogue. Est-ce que vous auriez attendu 2 jours avant de vous y rendre? J'aurais souhaité en savoir plus, bien sûr. J'aurais souhaité en savoir plus. Si l'individu n'avait pas été arrêté, si les conditions du meurtre étaient floues, sans doute que j'aurais vraiment, je pense pas que j'y sois allé, je n'aurais pas fait 2 traitements différents, 2 poids, 2 mesures. J'en suis absolument certain. Mais vous comprenez que le fait de vous savoir dans une réunion publique avec des militants les Républicains, avec notamment Michel Barnier en Savoie, ça puisse susciter de l'émoi, notamment chez les Français de confession musulmane qui voient un ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, qui est en train de faire une réunion publique avec des militants au moment où il s'est passé ce qui s'est passé. Est-ce que d'ailleurs ça ne dit pas aussi de la difficulté d'avoir les 2 casquettes à la fois, d'être en même temps ministre de l'Intérieur et en même temps candidat dans une élection interne? Non, parce que je privilégie toujours, ma priorité, c'est ma fonction ministérielle. Toujours. C'est un menteur. La preuve, la marche contre l'islamophobie qui a suivi. Parce que quand il s'agissait de la marche contre l'antisémitisme, qui pour moi utilisait le 7 octobre de manière honteuse pour camoufler un soutien au pouvoir israélien, lui et toute la classe politico-médiatique n'ont pas hésité à défiler avec le Rassemblement national, en invoquant une cause supérieure qui devait passer au-dessus des clivages politiques. Mais aujourd'hui, concernant l'islamophobie, la présence de la France insoumise est une raison suffisante pour ne pas passer au-dessus de ces clivages politiques. Bruno Retailleau, il y a quelques minutes, un rassemblement a commencé, place de la République, contre l'islamophobie, à l'appel de personnalités de gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous irez en sortant de cette émission? Vous voulez rire? Vous parlez sérieusement? Vous voulez rire? Moi, je suis frappé parce que j'ai entendu les critiques de l'extrême gauche, notamment des Insoumis. Ils choisissent leur cause. Si ils avaient choisi à l'époque de déposer à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour abolir le délit d'apologie du terrorisme. Voilà, moi je pense que c'est pas exactement le même sujet. Pourquoi Bruno Retailleau? Le fait d'organiser un rassemblement pour protester contre l'islamophobie et faire, dans le cas d'espèce, une minute de silence en hommage à la victime, en quoi est-ce de l'instrumentalisation? Et pourquoi ne pas, dans un esprit de, je ne sais pas, de dépassement des clivages partisans, se dire je suis ministre de l'Intérieur, il y a une manifestation en hommage à cette personne et j'y vais? Non, parce que depuis le début, vous avez vu leurs déclarations, vous avez vu leurs tweets, vous avez vu leur expression publique, ils instrumentalisent. Ils ont une formidable ambiguïté vis-à-vis de l'islamisme, qu'ils ne dénoncent jamais, et ils ont une extraordinaire complicité avec l'antisionisme qui leur permet souvent d'attiser les braises rougeoyantes de l'antisémitisme. Et dans la famille, je refuse de participer à quoi que ce soit qui pourrait paraître comme de la compassion envers les musulmans de France. Je demande Laurent Wauquiez. La France Insoumise appelle à un rassemblement place de la République pour soutenir les musulmans de France ce soir. Vous irez manifester, Laurent Wauquiez? Je ne vais pas manifester avec la France Insoumise, n'en soyez pas surpris, parce que je ne suis pas dupe de leur double discours. Je n'ai pas oublié que Jean-Luc Mélenchon a fait une affiche contre Cyril Hanouna qui reprenait tous les codes des affiches nazies. Donc la France Insoumise qui alimente la haine contre les Juifs, la France Insoumise qui traite nos policiers et nos gendarmes de criminels, non, ne soyez pas surpris, mais je ne m'acoquine pas avec ces gens-là. Parce que je pense qu'ils ont une lourde responsabilité dans ce qui se passe. C'est exactement le discours qui était reproché à tous ceux qui ne voulaient pas défiler aux côtés du Rassemblement national dans une manifestation qui s'apparentait clairement à un soutien envers Israël. En fait, Wauquiez se tire la bourre avec Bruno Retailleau pour la présidence des LR et ils ont compris ce que beaucoup de politiques ont compris. Pour te faire une place en France, il te suffit de taper systématiquement sur les Noirs, les Arabes ou les pauvres. La deuxième piste, vous connaissez mes convictions, je les ai toujours défendues. Il y a trop d'assistanats en France. On doit garder le social pour ceux qui en ont vraiment besoin, mais on a trop d'assistanats. Et ça décourage y compris ceux qui travaillent. Très concrètement, vous avez 30 aides sociales.
Je propose qu'elles soient toutes fusionnées dans une seule aide sociale, plafonnée à 70% du SMIC, ce qui peut faire entre 15 à 30 milliards d'économies. Très concrètement. Mais ça veut dire des gens qui vont perdre de l'argent. Disons-le, des gens dans la précarité aujourd'hui qui touchent certaines aides. Si on économise des dizaines de milliards, c'est des gens qui vont avoir moins d'argent, de fait. Vous savez, aujourd'hui, quand vous travaillez un salaire de 3 000 euros brut, vous touchez 2 000 euros net, 2 200. Quelqu'un qui est au RSA, avec 3 enfants en couple, va toucher 2 200 euros. C'est-à-dire autant, voire plus. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas tenir un pays comme ça. Il faut quand même apporter une petite précision. Ce qui est comique dans cette histoire, c'est que celui qui donne des leçons aux plus fragiles sur les aides sociales qu'ils perçoivent est lui-même un parasite de la politique qui a utilisé l'argent public pour se payer des dîners de lutte. Un dîner en tête-à-tête et une facture pour le moins salée. 1248 €. C'est l'un des nombreux repas qui a fait tiquer la Chambre régionale des comptes. Dans un rapport dévoilé par nos confrères du Dauphiné Libéré, la juridiction financière pointe du doigt différents dîners du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des rencontres entre Laurent Wauquiez et des personnalités politiques à Paris qui auraient coûté aux contribuables près de 77 000 € en 2022, 46 000 € l'an dernier. Le tout fraîchement élu député Les Républicains de la Haute-Loire a indiqué au journal régional qu'il allait assurer à titre personnel le remboursement des sommes excessives. Laurent Wauquiez se défend en soulignant ne pas avoir été informé du coût de ces repas. Des émoluments qui ne passent pas pour l'opposition de gauche à la région. Le groupe socialiste, écologiste et démocrate demande dans un communiqué que la promesse de remboursement soit honorée sans délai et dénonce notamment des pratiques inacceptables et indécentes. Laurent Wauquiez fait déjà l'objet d'une enquête de la part du parquet national financier concernant un dîner. Il avait été tenu cette fois il y a 2 ans et facturé à près de 100 000 €. Voilà, donc c'est lui qui donne des leçons aux bénéficiaires de la CAF, du RSA ou de l'allocation chômage. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble, ciao.